Bonjour à tout le monde. Comme vous allez tout de suite vérifier, le français n'est pas ma langue première, mais je vais essayer de faire tout ce que je peux pour me faire comprendre. Oui, je viens de l'Universitat Autònoma de Barcelona et je travaille avec le groupe GRAPE. C'est le groupe de recherche dans l'éducation et l'interaction plurilingue. Et j'ai fait mon doctorat sur la transmission linguistique entre les jeunes d'origine immigrée à Barcelone. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une étude sur cette thématique, mais spécifiquement, il s'agit d'une étude sur la transmission linguistique entre les filles d'origine immigrée et leur mère, et en conséquence sur la catégorisation et les identités qui se construisent en l'interaction entre eux. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un peu du contexte pour comprendre la réalité sociolinguistique de Barcelone. Après, je vous parlerai des conséquences et des phénomènes que ce contexte sociolinguistique soulève. Et enfin, je vous présenterai les projets que nous avons faits et quelques données avec les résultats de l'étude. Alors, c'est important de parler de ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années pour comprendre le contexte et la situation sociolinguistique que nous avons dans la ville de Barcelone aujourd'hui. Dans les années 90, il a commencé un grand flux migratoire en provenance de régions pauvres du monde, migration du Maroc, du Pakistan, de l'Inde. Et ça a eu comme conséquence le fait que dans quelques établissements éducatifs de la ville, il y a un haut pourcentage de population d'origine immigrée, parfois plus d'un 90%. On parle de population scolaire d'origine immigrée et pas des immigrés parce que nous avons étudiants de trois générations, première, un et demi et deuxième génération. Alors, Barcelone a une réalité sociolinguistique qui s'insère dans le paradigme que certains chercheurs ont appelé la superdiversité. Vous pouvez lire la description ici, mais c'est la grande diversité, personnes qui viennent de milieux différents, avec des motivations, trajectoires linguistiques très différentes et qui partagent des ressources linguistiques dans l'interaction. Et aussi, on doit prendre en considération le fait que les gens utilisent la communication déterritorialisée, c'est-à-dire via Internet, et les téléphones intelligents aussi. Ce sont des pratiques qui contribuent à l'alphabétisation et la socialisation des gens. Vous pouvez voir ici le Facebook, WhatsApp, tout ça. Alors, ces deux caractéristiques, la superdiversité et l'utilisation de la communication déterritorialisée, modifient la configuration des établissements éducatifs, qui sont aujourd'hui multilingues et multiculturels, et soulèvent de nouveaux phénomènes. En premier lieu, la socialisation langagière est différente. Et il y a de nouvelles dynamiques de transmission. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Aussi, la configuration et la reconfiguration des identités et des attitudes pour la langue et pour la situation. Et finalement, l'impact que cette superdiversité a à l'école et à l'acquisition de les compétences linguistiques de ces jeunes. Je vous montre ici deux exemples, ça c'est un et après un autre, des résultats d'une activité que nous avons faite dans l'école secondaire. L'activité s'appelle Mélange et il s'agit de désigner un corps et y mettre, où elle voulait, les langues qu'on sait, qu'on parle, qu'on comprend, ça dépend. Et après, on doit écrire une petite explication sur les dessins et les langues. Cet exemple montre la complexité des compétences linguistiques des étudiants d'origine immigrée avec qui nous travaillons. Et ce premier dessin est d'une fille de 16 ans née à Barcelone. Elle a écrit les langues dont elle a certaines compétences, même si ce sont des langues dont elle ne connaît que quelques mots aussi. Et elle nous raconte, je vous fais un peu la traduction parce que je crois que c'est intéressant. Je suis née à Barcelone. Mon père est chinois
et ma mère de la Corée du Sud. J'ai toujours été dans une école privée et c'est pour ça que j'avais l'habitude de parler catalan avec tout le monde, même avec mon frère et ma sœur, mais pas avec mes parents. Maintenant, je me suis intégrée dans une école publique et j'ai commencé à parler espagnol. Le chinois, je le parle à la maison avec mon père et avec ma mère. Et j'assiste à des cours de chinois les samedis. Mais je vais apprendre un peu mieux le coréen. Mon anglais est fluide, mais je veux le maîtriser. J'apprends aussi le français et l'arabe, mais je ne sais pas grand-chose. Je peux dire quelques mots en japonais, ourdou et népali, et je peux comprendre quelque chose. Comme vous voyez, c'est incroyable la compétence linguistique qu'elle a. Et ici, un autre exemple, que je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais où nous pouvons voir la grande variété de langues que cet étudiant peut parler ou bien comprendre. Anglais, français, tagalog, ilocano. Dans ce cas, la fille raconte les raisons pour lesquelles elle a mis la langue dans les bras, dans la jambe, près du cœur, dans la tête par exemple. Et elle dit, l'anglais, je l'ai mis près de mon corps parce que je l'aime bien. Je l'ai appris à la maison et à l'école. Et je le parle à l'école, à la maison et avec certains amis et les touristes. À Barcelone, bien sûr. Elle a mis le tagalog près du corps aussi. Et elle dit que la raison est parce que le tagalog est la langue officielle de son pays. Et elle l'utilise avec certains amis et à l'église. C'est un autre contexte d'utilisation de la langue à Barcelone pour elle. Comme vous pouvez le voir, il y a dans certains établissements éducatifs une richesse plurilingue dont l'éducation devrait tenir compte. Excuse-moi, le tagalog, c'est quel pays? Philippines. Ah, Philippines. Ah, d'accord. Tagalog et ilocano sont deux des langues de Philippines. Oui. Alors, cette reconfiguration dont nous avons parlé avant peut avoir certaines conséquences. Dans un côté, la transformation et variation des ressources linguistiques dans les pratiques conversationnelles plurilingues et l'émergence de nouveaux répertoires, comme l'étude que mon collègue ici présent, Victor Corona, a montré. Et dans un autre côté, on voit des modifications des pratiques langagières et des dynamiques de transmission des langues. Certains de ces gens agissent comme médiateurs linguistiques ou ce qu'en anglais on appelle language brokers. En termes de c'est la première personne qui les appelait comme ça. Ils sont définis comme les enfants des familles immigrées qui développent cette traduction, cette interprétation pour les familles et pour les familles élargies, pour les voisins, pour les autres adultes. Hein? Mais aussi, alors, c'est parle de ces jeunes comme transmetteurs de langue entre générations, mais comme nous le savons, les enfants apprennent aussi de leurs camarades de classe. Alors, Olmedo a dit aussi que les étudiants non seulement apprennent de leurs enseignants, mais aussi de leurs pairs. Et dans ces contextes plurilingues, de manière spontanée, ils assument le rôle de médiateur ou traducteur pour aider leurs pairs à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans le contexte urbain à Barcelone? Bon, avant, je voulais dire une chose, c'est qu'il n'existe pas un accord sur les conséquences positives ou négatives du language brokering chez les sujets qui les pratiquent. Dans une part, certaines études indiquent que cette pratique peut agir sur la dynamique familiale en créant des modifications des relations d'autorité et des tensions intergénérationnelles entre les mères et les filles spécialement, et en particulier à partir de l'adolescence. Un autre, sur le plan intrapersonnel, ces expériences peuvent créer de leur stress et, à cause de la responsabilité qu'ils ont, ce qui peut affecter le développement de leur identité en ayant assumé le rôle d'adulte. Mais à l'opposé, ces interactions entre deux langues et deux cultures peuvent développer chez les brokers une grande confiance dans les relations sociales et le développement des ressources pour résoudre des problèmes, par exemple, ainsi qu'une personnalité plus mature et indépendante.
selon Orellana, les language brokers, de par leur pratique de traduction, acquièrent des capacités bilingues et des compétences sophistiquées en lecture et écriture. Ces garçons et ces filles auraient des capacités cognitives supérieures leur permettant d'être plus conscients de la façon dont la langue fonctionne. Alors, de faire en fait la réflexion métalinguistique. Alors, ce que nous avons vu dans le contexte urbain de Barcelone est que certainement, il y a un changement de dynamique de transmission de langue. Il existe ce qu'on appelle la transmission de langue traditionnelle, que vous pouvez voir ici dans la photo. C'est les parents transmettent la langue ou langue d'origine aux filles et filles, aux fils et filles, mais aussi les fils et filles sont les responsables de la transmission de langue locale aux parents. En ce cas, c'est l'espagnol et le catalan. Il y a deux langues. Comme conséquence, nous avons observé qu'il y a des processus de catégorisation ou d'identification. Et aussi, nous avons vu que, que ces filles sont capables de réfléchir sur la langue et alors de faire la réflexion métalinguistique. Alors maintenant, je vais vous présenter l'étude que nous avons faite. Il s'agit d'une étude ethnographique et qualitative réalisée dans un établissement d'éducation secondaire au centre urbain de Barcelone, dans un quartier où il y a beaucoup de populations d'origine immigrée, de différentes origines, mais la plupart est de Pakistan, Maroc, Bangladesh, Inde et Philippines, la plupart. Et dans le quartier, ils parlent l'espagnol. L'espagnol est la lingua franca de ce quartier. Et comme en Catalogne, nous avons une situation de diglossie, l'espagnol c'est la lingua franca, mais le catalan c'est la langue institutionnelle, la langue de l'école. Bon. Et ici, vous avez les participants de l'étude. Cette étude, comme vous pouvez voir ici, était réalisée avec des filles et des mères. La raison pour laquelle on a choisi de faire ça, c'est parce que des études antérieures sur le language brokering disent que ce sont normalement les filles qui acquièrent ces rôles. Et nous avons des données de l'école primaire, secondaire et quelques données de la mère aussi. Mais pour raison de temps que je dispose, je vais présenter les données de secondaire et de la mère, pas de primaire. Les données que nous avons viennent des 3 activités que nous avons faites avec les participants. On a fait des groupes de discussion avec les filles et avec les filles et leurs mères. Après, on a fait l'activité mélange, qui est l'activité que nous avons vue avant. Et finalement, les filles ont préparé un entretien pour le faire à la mère, sur les langues et sur toutes les questions qu'elles voulaient faire. Et après, on l'a fait. Bon, alors, si vous avez la photocopie, on va commencer à regarder un peu les données. Quand nous parlons de language brokering, c'est-à-dire de la médiation linguistique, nous parlons de différentes activités qu'elle développe et des activités faites dans des contextes divers. Alors, quelles sont ces activités? Avec ces 2 fragments que je vais présenter maintenant, où il s'agit c'est une discussion sur la médiation entre les filles et la chercheuse. Nous pouvons savoir un peu plus de ça. Alors, si vous voulez les lire un petit peu, je vous les montre, c'est en espagnol et catalan, c'est un mélange, mais je crois que c'est intéressant de l'écouter aussi. Alors, je vais faire comme ça. Et ça, c'est... Ça, c'est... Si tu cliques sur c'est ça. Non, attends. Non. Si elle clique sur le... C'est lequel, tu dis? C'est les hago repasar. Ah, c'est bon. Ah, c'est ici. Ah oui, ok. D'accord. C'est ça, hein? Ayudas como, por ejemplo.
sigui, els deures que té, l'ajudes. Visitasse un hospital para això que Molt bé. O sigui que li fas com una traductora. Sí. Molt bé. D'accord. Alors, je vais mettre l'autre exemple, en fait, parce que c'est la même. C'est le fragment 2. Clar, si m'has acompanyant-la i treballant algunes coses, per exemple, a l'Ajuntament, al centre treball, al mèdic, fins i tot a entrevistes. entrevistes de feina. Sí. Yo no tengo que ir porque ya va mi hermana. Y cuando hablamos nosotras, pues nos dice, sí, conmigo no habláis, pero entre vosotras siempre se la comunicación, ¿no? Y luego se enfada. O sea, tú hablas más en... Para que yo decía más a la L'ajudes com, per exemple? Excusez-moi. Por ejemplo, lo que han hecho en clase, pues Alors, quelles sont les activités qu'elle développe comme experte de langue? Elles sont les médiatrices linguistiques, comme nous avons vu, dans des contextes différents. À l'école, à l'administration, à l'hôpital, pour les aider à trouver un travail. Ça, c'est juste très intéressant. Mais aussi, elle réalise des activités comme maîtresse de langue. Elle parle avec leur mère pour pratiquer les langues locales. Elle les aide à construire les discours, elles font la correction du discours et bien sûr, elles sont les expertes en nouvelles technologies. Il y a des cas que certaines mères utilisent les chats pour parler avec des amis, mais elles n'écrivent pas. Elles dictent les contenus à les filles et les filles les traduisent et l'écrivent sur les chats. C'est une situation intéressante pour les contenus que ce message peut avoir. Oui. Alors, on va voir ici un exemple de cette co-construction de discours, que je crois que c'est intéressant. Il s'agit d'une conversation entre Camila, qui est un adolescent d'origine pakistanaise, qui est né à Barcelone, et sa mère, et la chercheure aussi. Et la conversation est autour des langues que la mère parle. Ici, la fille co-construit le discours avec sa mère et lui dit ce qu'elle doit répondre. Et c'est le fragment numéro 3. C'est ici. Entonces usted ahora es cuando ha empezado a hablar castellano, ¿eh? Sí. ¿Y por qué ahora? Me gusta mucho. Antes mi casa, ama de casa, todo el día. No tienen tiempo. ¿Y ahora sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre antes y ahora? Los hijos han crecido. Ay, perdón. Son grandes. Vale. Alors, on va regarder un peu l'exemple en espagnol et catalan parce que c'est intéressant. C'est important d'observer que la fille cherche la correction du discours de sa mère et insiste jusqu'à trouver une solution acceptée. La solution acceptée, c'est crecido. Mais crecido est une forme acceptée dans la communauté parce que le mot correct, crecido, a le son qui est un son trop loin de ces langues, de l'urdu et le punjabi. Alors, ce qui est important pour les filles n'est pas quelle langue la mère parle, mais le fait que la langue doit être parlée correctement. Alors, comme conséquence, nous avons observé qu'il y a des processus de catégorisation ou processus d'identification des filles par rapport à leur mère. Ici, nous avons Farida, une autre fois,
Cet adolescent d'origine marocaine qui a été à Barcelone 3 ans. Elle parle avec la chercheure sur la médiation linguistique qu'elle fait pour sa mère. Com introdueix això? Soc gran. Què vols dir que ets gran? Que responsable porque si no le traduzco no entiende. Hay que traducirlo. Però t'agrada això d'haver-lo d'ajudar i... Hombre, a una madre siempre, no sé. Pero es tu madre, si fuera otra persona es que es otro tema, pero como que es mi madre, pues... I això ho fas des del principi que deu venir a viure aquí, no? Sí. D'ajudar-la, d'acompanyar-la, ser del metge, acompanyar-la a fer la traducció i així. Sí, y de hecho por eso intentaba aprender el castellano. Has sentit acompanyar-la i traduint algunes coses, per exemple? Alors, le fait que les filles soient responsables, dans la plupart des cas, d'agir en traductrice et en maîtresse de leur mère, semble avoir des conséquences. D'un côté, sur la place où elles se situent et sur leur propre image, mais aussi sur l'image qu'elles construisent de leur mère. Les auto-identifications, auto-catégorisations de filles se réfèrent à des catégories d'expertes et non-expertes en langue et par conséquent, elles se situent dans une position de responsabilité par rapport à leur mère et à la transmission de langue locale. Nous avons observé ici que Farida se situe dans une position experte et sa mère en dépendance de son soutien. D'après ce qu'elle lit, elle a appris la langue espagnole d'abord parce que sa mère avait besoin d'être accompagnée pour les tâches de traduction et elle se sentait responsable de la socialisation de sa mère. Il y a donc un changement du rôle familial et de la direction de la transmission de langue. Cette autocatégorisation d'experts a pour effet que les mères soient hétérocatégorisées ou hétéro-identifiées comme non-expertes en langue locale. Et en général, cette hétérocatégorisation est accompagnée par des rires, non seulement de la part des filles, mais d'après ce qu'elles lisent, c'est toute la famille qui se moque de la façon de parler de la mère. Et finalement, j'ai deux fragments où elle parle de ça, de comment est la langue que ma mère parle, et on va voir ça. La première, je crois que c'est montagne. Com és? Repetido. Per què? No sé. Per què? Per què és divertit? No sé, gracias. Però per què? A veure. Ya. Sí. Com? A veure. La verdad que la ella no la digo ella, ¿verdad? Lo pronuncian de otra forma. Com? Presenta montaña, digo montaña. Muntanya, com si fos una E. Sí. Mi madre el problema que tiene es que lo ve en inglés. Cuando ve una cosa, pues en vez de pronunciar la E, pronuncia como I. O sea, en inglés es la E se pronuncia como I. El vamos igual. ¿Qué es eso? Llavors li heu de dir no. D'accord. Et l'autre exemple. A ver. C'est le numéro 6. Pero tampoco, o sea, luego la gente te va a olvidarte. Y se burla.
Entonces usted ahora es cuando ha empezado a hablar castellano, ¿eh? Sí. ¿Y por qué ahora? Me gusta. Bon, alors, comme nous voyons ici, elles sont présentées comme des sujets linguistiquement non intégrés et placés dans un endroit discriminé et subalterne de la société, et à certains égards aussi de la famille. Les filles parlent de la langue utilisée par leur mère comme étant une langue de débutants. Elles ne savent que dire quelques mots de base sans pouvoir avoir une vraie conversation. Cette hétérocatégorisation des mères comme étant inexpérimentées s'impose dans la famille et dans la société d'accueil, d'après ce que les filles disent. Il en résulte une autocatégorisation des mères comme étant inexpérimentées en langue, dépendant des autres et exclues de la communication à certains moments et dans certains domaines. Et pour finir, je veux dire que la catégorisation négative des mères semble avoir deux conséquences. Chez les filles, le rôle d'expert en langue et traduction entraîne un sentiment de responsabilité envers les mères, et dans certains cas, cette responsabilité semblerait accélérer l'apprentissage de langue locale et les processus de socialisation. Et dans un autre côté, chez les mères, le fait de s'autocatégoriser en tant qu'experte en langue montre leur manque de confiance pour devenir des locutrices compétentes. Ainsi, observe-t-on une inversion des rôles dans la transmission de langue pour ce qui concerne la langue locale. Par contre, et ça, je crois que c'est une chose importante, sont celles qui transmettent la langue d'origine. Alors, c'est une chose cruciale pour le maintien de la langue d'origine et de la création d'un entourage plurilingue. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Véronique? Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Donc vous dites un petit peu que ce plurilinguisme au sein de la famille entraîne des transformations chez la jeune personne, chez l'adolescent. Donc peut-être un apprentissage accéléré. Mais est-ce que chez les parents, ça provoque aussi une transformation, une envie d'aller apprendre justement, ou est-ce que vous avez pu voir ça dans votre étude par exemple? Par exemple, il y a deux cas différents. Il y a le cas de mères qui travaillent à la maison et le cas de mères qui travaillent dans un autre lieu. Et la mère qui doit travailler à la maison, elle apprend quand les fils et les filles sont déjà 18 ans. Sinon, il n'y a pas... Par exemple, la mère que vous avez écoutée dans la construction du discours, elle avait été à Barcelone 14 ans. Et elle parlait un peu d'espagnol, mais c'était en ce moment-là qu'elle avait commencé à parler l'espagnol. Elle avait suivi un cours de 3 mois d'espagnol, ça c'est tout. Alors, ça dépend. Je crois que le language brokering ne fait pas un changement. Peut-être s'il le fait, c'est dans l'autre côté, parce que la mère a le soutien, et alors elle a tout le temps quelqu'un qui va avec elle pour faire tout ça. Oui, c'est l'effet inverse. Oui, un peu, oui. Mais ce n'est pas le cas avec les mères, quelques mères qui viennent de Maroc, par exemple. Parce qu'on a beaucoup de cas de mères qui travaillent dehors de la maison parce qu'elles sont divorcées. En fait, elles sont venues à Barcelone toutes seules. Et après, la fille la rejoint. Dans ce cas, elle apprend l'espagnol plus rapide. Et c'est un moment entre ces situations, d'arriver, d'avoir besoin de quelques documents, de faire quelque chose, mais après, elle apprend plus rapide. Ça dépend de la situation de travail. Ouais. Ouais. Et pour la langue d'origine, du coup, parce que là, on voit qu'elle se moque un peu de mère, est-ce qu'il y a un rejet de la langue d'origine? Non, se moque de mère quand la mère essaye de parler espagnol ou catalan.
Mais non, la langue d'origine est la langue qu'elle parle à la maison. Et aussi dans cet établissement éducatif, comme il y a beaucoup d'étudiants qui parlent par exemple l'ourdou, si tu marches dans cet établissement, tu écoutes l'espagnol, mais tu écoutes l'ourdou, le panjabi et toutes ces langues beaucoup. Ce qu'elle rejette, c'est le fait que la mère ne parle pas l'espagnol correctement. Parce que parce que quand elle sort de la maison, s'il va dans un magasin et la mère ne parle pas correctement, alors la personne va dire, ah, vous êtes une personne immigrée. Mais en fait, ils sont nés à Barcelone. Alors c'est une station. Et est-ce que c'est le fait qu'elle ne parle pas correctement ou est-ce que c'est le fait qu'elle ne prononce pas correctement? Oui, exactement. Il y a les deux exemples, non? Elle peut dire montagne, c'est pas correct, mais elle peut dire yo saber, je savoir, non? Alors c'est une langue qu'elle est en train d'apprendre, alors elle fait des erreurs, bien sûr. Il y a une réelle séparation entre le catalan vraiment à l'école et l'espagnol ailleurs. Oui. Oui, et c'est intéressant si vous avez vu l'exemple de les dessins, parce que ces filles, elle dit, quand j'étais dans une école privée, j'ai parlé catalan. C'est comme ça à Barcelone. Il y a des quartiers où tout le monde parle le catalan, ou tout le monde, mais beaucoup de personnes. Mais dans ce quartier, c'est l'espagnol, la lingua franca. Ouais. Mais il parle catalan aussi. Il peut parler catalan, mais il utilise l'espagnol. Et toi, tu interviewais systématiquement en catalan et donc parfois on te répondait... Oui, en fait, moi, comme j'ai changé un peu, mais mon idée c'était de faire en catalan et elle faisait ce qu'elle voulait. Ouais. Il n'y avait pas de normes, comme on va parler, non. C'était libre. Ouais. Oui, merci beaucoup. Donc tu reparles de l'idée que les filles sont plus souvent des médiatrices linguistiques que les garçons. Donc tu reparles des diades de mère-fille, de ce qui se passe dans les diades mère-fille. Et donc ça vient confirmer aussi d'autres études sur ce rôle assumé plus souvent par les filles que par les garçons. Un autre rôle qui a été constaté comme plus souvent assumé par les filles que par les garçons concerne aussi la transmission de la langue d'origine. Donc ce qui a conduit Biliez et Daben à Grenoble à appeler les filles les gardiennes de la langue, donc, notamment dans les interactions mère-fille. Est-ce que tu t'intéresses aussi à l'utilisation et aux transmissions linguistiques entre pairs et au rôle des filles dans la transmission éventuellement de la langue ou des langues d'origine dans les interactions entre pairs? Entre le père. Avec le père. Non, entre pairs, je viens oui. Tu as dit au début que tu t'intéressais aussi aux interactions entre pairs, aux transmissions, Oui. Ouais, c'est ça, aux activités de transmission. Oui, en fait, cette petite étude, c'était entre filles et mères, parce que j'avais lu sur le language brokering et je me suis dit de faire une chose comme ça. Mais en fait, après, j'ai fait une ethnographie l'année dernière, toute l'année, et j'ai vu qu'il y a la transmission entre pairs aussi. C'est très important. Oui, donc tu t'intéresses aussi à ça. Oui, c'est ça que ça m'intéresse maintenant. Ouais. Mais entre pairs, c'est la langue de l'école. Entre pairs, peut-être la langue de l'école, peut-être l'anglais, peut-être l'ourdou, le panjabi, ça dépend. Ouais, voilà. Et justement, ma question c'était aussi est-ce que les langues familiales se retrouvent, selon les configurations des groupes de pairs, j'imagine, enfin des classes, est-ce qu'il y a des langues familiales Oui, bien sûr. Qui sont mobilisées dans les interactions entre pairs? Oui. Si l'école le permet, ça serait une chose très intéressante parce que parfois il y a les normes qu'on doit parler catalan à l'école
Après, tu vas dehors de la classe et tu vois que c'est pas comme ça. Mais bien sûr, il y a, quand quelqu'un a vécu à Barcelone plus de temps, il y a quelqu'un qui vient d'arriver parce que nous avons ça. Il parle en ourdou, punjabi, anglais, ça dépend. Et c'est très intéressant, cette transmission. Et pour comment dire, résoudre les doutes linguistiques, ils utilisent les ressources linguistiques qu'ils ont. Alors, pour être de dire les mots en ourdou, ou d'utiliser l'anglais, ou d'utiliser une autre chose. Il y a une vraie transmission de langue. Ouais. Et une question autour de la socialisation. Tu as dit que les jeunes étaient socialisés. Et alors, qu'est-ce que tu appelles, comment est-ce que tu caractérises cette socialisation? Quand on apprend à être la société en apprenant des langues et les contextes où tu dois utiliser une langue ou une autre. La socialisation linguistique. Oui. Et est-ce que tu fais une différence entre socialisation linguistique et intégration, adaptation Non. Bon, ma question elle est liée à quelqu'un qui a travaillé sur la superdiversité qui s'appelle Maurice Krul, qui est je ne sais pas si tu connais ses travaux, donc c'est un chercheur néerlandais qui a travaillé sur l'intégration des migrants de la deuxième génération. Et il s'est intéressé aux personnes qui réussissaient, donc qui s'intégraient, qui avaient une situation sociale réussie. Et il évoquait le fait que dans des lieux où il y avait une très forte migration, donc je pense que Barcelone est tout à fait dans cette situation, en termes d'identification par rapport au groupe dominant, cette identification disparaissait, puisqu'il y avait beaucoup de diversité, et il n'y avait plus d'identification vers un groupe majoritaire. Et donc il évoquait le fait que dans ce type de contexte, l'apprentissage, c'était apprendre à vivre avec du divers. Et donc c'est par rapport à ça que je te posais la question de socialisation. Est-ce que ces jeunes qui sont donc très plurilingues, qui sont d'une société extrêmement diverse, comment ils sont intégrés dans la société barcelonaise? Mais en fait, c'est ça, c'est la superdiversité qu'on a à Barcelone. Et en fait, je crois que ce qu'il apprend, c'est d'utiliser les langues qu'on doit utiliser, par exemple, pour faire des choses. Si on va dans l'administration, et j'ai des données comme ça, c'est génial parce que quand je vais à l'administration, je vais à la mairie, je parle catalan parce que je sais que les choses vont se faire plus rapide si je parle catalan. Ça, c'est une ressource linguistique. Oui. Et après, aussi, dans la classe de catalan, il parle catalan. Mais dans d'autres contextes, il parle beaucoup de langues. Alors, c'est un peu comme il se mobilise, il mobilise les ressources linguistiques. C'est comme ça. À l'église, tagalo ou anglais. Non? Ça dépend du... C'est pour ça que je suis un peu surpris par l'utilisation du mot transmission. Parce qu'en fait, ils bricolent sans arrêt avec ce qu'ils ont. Ils ne cherchent pas forcément à enseigner ou à transmettre la langue à leurs parents ou réciproquement. En fait. On avait fait une étude en 1994 avec le centre Michel Delay à ses débuts. Ce qu'on voyait, c'est que les parents demandaient des choses extrêmement compliquées aux enfants, lire les petites annonces pour choisir une voiture, ou des choses comme ça, ou faire des actes administratifs, des lettres administratives à des gamins de 10-11 ans. Et il y avait un poids, et ça c'était des garçons, c'était pas forcément des filles. Il y avait un poids, une responsabilité des enfants qui est absolument incroyable. Mais j'ai vu la même chose en Jamaïque avec le gendarme de l'ambassade. C'est sa fille de 6 ans qui négociait avec le garagiste, parce qu'il était incapable. Alors, et là, bon, j'arrive. Mais il y a une chose très intéressante aussi quand on parle de l'apprentissage de langue, parce que quand il doit faire des documents, par exemple la déclaration de la renta. Oui, la déclaration d'impôt.
la déclaration des impôts. Revenu. Et il y a beaucoup de mots qu'il ne sait pas. Et il ne sait pas ces mots, pas en catalan, mais aussi pas en urdu. Et il me dit, je dois prendre l'urdu pour le dire à mes parents. C'est que... Et c'est Alors, là où il y a- l'ordi coince, parce qu'il n'a pas les mots non plus en urdu. Ouais, c'est pas le concept. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas dire le mot. C'est très Ok. intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.